Bonjour, nous sommes toujours à la REF du MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France, 6e édition, événement économique de la rentrée Boursorama, bien sûr, est partenaire de cet événement. Votre invité à présent, Patrick Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du MEDEF. Alors, dernières infos, on a donc Emmanuel Macron qui écarte le nouveau Front populaire de Matignon. Est-ce que vous poussez un ouf de soulagement ? Oui, on pousse un ouf de soulagement en restant prudent parce que le panorama politique est tellement instable qu'il ne faut jurer de rien. Mais je l'ai suffisamment dit hier dans mon discours d'ouverture, le programme du NFP, en réalité le programme de la France insoumise, comportait un certain nombre de dispositions fatales pour notre économie, pour nos entreprises. Bon, ça veut dire que ce qui vous rassure, c'est que cette politique pro-business, pro-entreprise de l'offre, comme on dit, à l'œuvre depuis 2017, a priori, ne devrait pas être remis en cause. C'est ça l'info sous-jacente, j'ai envie de dire. Alors je reste très prudent et je passe des messages. À nouveau, je ne m'en suis pas privé hier. Cette politique de l'offre, tout le monde ne l'a pas suffisamment perçue parce qu'elle a probablement été mal vendue. Elle a donné d'excellents résultats en matière de création d'emplois, en termes d'attractivité, en termes de production, en termes d'investissement. Pas sur le déficit commercial. Ni sur le déficit public. Oui, j'allais y venir ouais. aussi. On est d'accord, mais il ne faut pas apporter de mauvaises réponses à de vrais problèmes. Et nous, notre appréhension, plus que notre crainte, notre appréhension, c'est que cette politique de l'offre qui, donc, a donné de bons résultats, ne soit pas, dans le meilleur des cas, suspendue, dans le pire des cas, écornée. Bon, après, il y a un nouveau cycle de consultation demandé par le président de la République, auquel ne participera pas, on l'a entendu, le Parti socialiste, ni les écologistes, ni LFI, ni le RN. En fait, l'impasse politique, elle demeure, elle est toujours là, même si une option est écartée. C'est pas pour me dérober que je dis ça. Évidemment qu'on est attentif à ce qui se passe sur le champ à proprement parler politique. C'est essentiel pour la nation. Mais nous, notre préoccupation, c'est surtout de réinjecter dans les raisonnements, les discours et les décisions politiques une forme de rationalité économique. C'est absolument sidérant de voir que, y compris dans le cadre des élections législatives, on n'a pas parlé d'innovation, on n'a pas parlé de formation, on n'a pas parlé d'investissement, on n'a pas parlé de compétitivité, on n'a pas parlé de concurrence internationale, on n'a même pas parlé d'emploi. Et donc nous, on est très inquiets de voir que ce débat qui est fondé, qui a du sens, qui est républicain tout simplement, soit déconnecté d'un certain nombre de réalités qui commandent quand même la prospérité du pays. Après, encore une fois, il y a cette histoire, cette idée qu'il y a ce blocage politique, peut-être une instabilité politique. Est-ce que, maintenant qu'on a l'option un nouveau Front populaire est écartée, est-ce que cette instabilité, peut-être à venir, vous inquiète ? Bon, je pense que nos politiques, pour qui évidemment j'ai le plus grand respect, doivent faire une espèce de reset et revenir finalement à des modes de fonctionnement, à des comportements qui ont existé et qui étaient plutôt efficaces sous d'autres républiques. On est sorti de la logique majoritaire. Mais ce à quoi je fais surtout référence, c'est ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Il y a eu une inflexion, il y aura une inflexion de la politique de l'Union européenne qui restera sur ses objectifs, en particulier environnementaux, mais qui intègre maintenant beaucoup plus de réalisme économique. Mais ça se fonde sur quoi ? Ça se fonde sur une grande coalition où, comme par enchantement, on retrouve telle ou telle formation qui, dans le contexte français, ne veut pas se prêter à l'exercice. S'il peut y avoir un peu de sagesse, de bon sens et de réalisme, ça sera très bien. Un Premier ministre devrait être nommé, c'est ce que dit l'entourage de l'Élysée, sous huitaine. Il est temps. Après, on est 7 semaines après le second tour législatif. Alors il est temps déjà, et le président Larcher l'a redit hier dans son discours, parce qu'on a des échéances constitutionnelles sur le vote, enfin la présentation puis le vote du budget de la nation. Le pays ne peut pas fonctionner sans budget. Donc il faut en tenir compte. Après, nous, ce qui nous importe, c'est évidemment que ça se décide le plus vite possible, mais surtout que la décision débouche sur quelque chose de stable, de concret, et puis bien évidemment pro-business. D'autant que la rentrée, on le sait, l'automne, seront rythmées par, évidemment, les discussions autour du projet de loi de finances pour 2025. Est-ce que vous craignez, en l'absence de majorité à l'Assemblée, ce qu'on appelle un shutdown à la française, une impasse budgétaire ? C'est un risque ou on joue à se faire peur ? Non, alors le pire n'est jamais certain, et on voit on sait qu'il y a certaines formations qui jouent la politique du pire avec des arrière-pensées purement électorales. Mais ça n'est pas mon pronostic, ça n'est pas notre pronostic. En revanche, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est de voir le front politique de l'offre se fissurer, puisque, y compris certains qui portaient avec talent et efficacité cette politique, en sont à dire il faut peut-être qu'on raisonne sur un ISF vert ou ceci ou cela. Ça enverrait des signaux terribles.
Certains dogmes économiques sous Emmanuel Macron, effectivement, pourraient être remis en cause, les aides aux entreprises, de la conditionnalité. Ce ne sont pas des dogmes. Ce sont pas des dogmes. Pas des dogmes, comment dire, des piliers, on va dire. Des Ouais, piliers. voilà, des piliers, ça me paraît beaucoup plus positif et conforme à la réalité. Oui, c'est bien ça notre crainte. Il y a une autre dimension, j'ai suffisamment dit que l'économie n'était pas suffisamment prise en compte dans le débat public. Il y a une autre dimension qui n'est pas prise en compte, c'est le contexte international, qui est marqué par quoi? Qui est marqué par des tensions, mais qui est marqué surtout par une intensification de la compétition économique. Et donc il faut je n'ai pas de leçon à donner, chacun est à sa place, mais il faut qu'en tout cas, mieux qu'ils ne le font actuellement, nos décideurs politiques intègrent la conjoncture, la réalité de cette compétition internationale, l'énormité des défis qu'on va avoir, nous, entrepreneurs, à relever sur la décarbonation, sur la digitalisation, sur la formation. Donc voilà, qu'on travaille intelligemment ensemble. Et la politique de l'offre est une bonne solution. Dans le cadre de ce budget 2025, vous redoutez quoi plus, une dérive des comptes publics ou peut-être un tour de vis sur les aides et la fiscalité des entreprises? Je crains les deux. Je crains les deux, à vrai dire. Ce qui est bien la démonstration qu'il ne faut pas apporter de mauvaises réponses à de bonnes questions. La sortie, elle doit se faire par le haut, d'abord en entretenant la dynamique économique, les créations d'emplois, l'investissement, et puis par ailleurs, enfin, en se posant la question du coût et de l'efficience de la sphère publique. J'y intègre les régimes sociaux. En quoi, justement, dans le cadre de cette instabilité politique, en quoi est-ce que les partenaires sociaux peuvent être justement, à contrario, un facteur de stabilité dans ce contexte politique qui est dégradé, qui est incertain? Alors, d'abord, ils assument leurs responsabilités. C'est passé totalement inaperçu et c'est normal. Mais entre les deux tours des législatives, les partenaires sociaux ont abouti à 2 accords. Accident du travail, maladie professionnelle, revalorisation des indemnités de chômage. C'est bien la démonstration que même s'il y a eu des expressions de la part de tel ou tel syndicat patronal ou salarial, des expressions à proprement parler politiques, ce que je déplore, la machine continue à tourner. On a des désaccords profonds sur les retraites, sur l'assurance chômage, mais on se parle et on se respecte. On n'est pas dans cette espèce de cacophonie, d'anathème, de procès d'intention et de stigmatisation que Après, sur malheureusement... les retraites et l'assurance chômage, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu d'autres accords. Il faut en parler d'ailleurs aussi. Mais bien sûr. Mais dans l'histoire, bien souvent, il n'y a pas eu d'accord entre partenaires sociaux. Voyons le verre plutôt aux 3/4 plein. Qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit d'ailleurs justement de ce qui a pu être décidé récemment par les partenaires sociaux? Il y a un accord tout à fait remarquable et qui répond d'ailleurs à la demande sociale, qui est l'accord sur le partage de la valeur. Soit dit en passant, cet accord a été signé au printemps 2023. La loi qui a fidèlement repris cet accord a été votée a été promulguée le 29 novembre 2023. Il a fallu attendre la veille du second tour des législatives pour que les décrets d'application de cette loi soient mis en œuvre. Nous, on va le faire vivre, cet accord, qui va permettre d'aller encore plus loin dans la juste répartition des richesses créées. Encore faut-il qu'elles soient créées. Ouais, c'est le point de départ. Cette crise politique provoquée par la dissolution et cette absence de majorité, est-ce que déjà il y a un impact ou pas sur l'activité des entreprises? Je voyais que le moral des chefs d'entreprise avait augmenté de 3 points à 97 points en juillet. On se dit quoi? On se dit que finalement on retourne vers une forme de normalité? C'est très instable, c'est très instable. On a eu des bonnes surprises, je dirais, sur les chiffres macro du premier et du deuxième trimestre. La France devrait faire plus que les 1% prévus par le gouvernement. Sous réserve. On parle de 1,2%. Ouais. On va avoir un effet positif des JO qu'on a nous soutenus à bout de bras et qui sont un motif de fierté, mais également de performance économique pour la France. Après, la dissolution est intervenue le 9 juin. Donc à la fin du T2, dont je rappelle les chiffres positifs. Moi, ma conviction, mon analyse au-delà de ma conviction, c'est que malgré tout, cette dissolution et les conséquences qu'elle a eues ont suspendu beaucoup de décisions chez les chefs d'entreprise. C'est ça, c'est la réalité, en termes d'investissement, en termes d'embauche. C'est ce que j'ai fait dans ma propre entreprise. Moi, j'ai dit plus une embauche, plus 1 euro d'investissement. J'ai même annulé un très gros investissement dans mon entreprise. Alors, si rien ne bouge sur la fiscalité, ça serait déjà une satisfaction pour le patronat. Si rien ne bouge, si déjà il n'y avait pas de... Oui, alors dans un monde idéal, il faudrait que cette trajectoire de suppression de la CVAE, qui a déjà été considérablement ralentie, soit prolongée. Il reste combien? Il restait, je crois que c'était en 2 fois. Alors initialement, ça devait être en 1 fois, ensuite en 2 fois et après ensuite... en 5 fois. Donc voilà. Il reste combien? Il reste 3-4 milliards de baisse? Il reste 2 milliards. 2 milliards de baisse. 2 milliards. Et c'est important dans le cadre de la compétition, ce n'est pas un sujet de principe. Mais bon, si déjà
Il n'y a pas de remise en cause de tout ce qui a été fait sur la fiscalité des entreprises, bien sûr, mais également sur la fiscalité des investisseurs. Ces idées saugrenues et dangereuses, au-delà d'être saugrenues, sur l'augmentation du taux de prélèvement forfaitaire unique ou le rétablissement, ne serait-ce que partiel, d'un impôt de solidarité sur la fortune, c'est extraordinairement dévastateur. Je veux dire, Mais si un effort était demandé aux entreprises dans le cadre du rétablissement des comptes publics, parce qu'on est au-delà de 5%, qu'est-ce que le... Oui, alors j'entends ici et là, y compris de la part de certains amis politiques, qu'il faudrait que les entreprises contribuent plus à l'effort de guerre. Bon, à nouveau, ne faisons pas abstraction ni du contexte politique ni du contexte international. N'oublions pas surtout que malgré les progrès évidents, considérables et qu'on a salués sur les dernières années, les entreprises françaises restent les plus taxées au monde. Et je recite un exemple que j'ai donné hier dans mon discours. L'apprentissage, il y a 25 000 apprentis dans les fonctions publiques. Il y a 1 million d'apprentis dans les entreprises privées. Alors qu'on vienne nous chercher des poux dans la tête, alors qu'au contraire, il faut nous encourager, il faut nous stimuler, il faut nous contrôler par ailleurs, je pense que ça serait une mauvaise trajectoire. Bon, votre psychologie en cette rentrée, s'il fallait la définir en un mot? On est très combatif. On a 10 000 visiteurs ici à la REF. Sauf rare exception, je ne sens pas des gens résignés. Je sens quand même des entrepreneurs inquiets, avec des disparités sectorielles. Pour certains qui commencent à... Sectoriel, on pense à l'immobilier, la construction. Toute la filière construction. Alors ça, c'est un échec des gouvernements précédents qui ont considéré qu'il n'y avait pas de sujet. Alors que c'est 10% du PIB, c'est 12% de l'emploi, c'est 40% des dépenses contraintes des ménages modestes. Ils sont passés complètement à côté du sujet. Ce qui devait arriver arrive. Effondrement des mises en chantier. On commence à avoir 10 000 suppressions d'emplois dans l'ensemble de la filière. Et quand je dis l'ensemble de la filière, ce sont les entreprises du bâtiment à proprement parler. Mais c'est l'amont industriel. Quand on voit la baisse de la production des cimentiers, c'est glaçant. C'est les agences immobilières, c'est les promoteurs. Et donc, ça a été, et je crois que même Bruno Le Maire en est convenu, ça a été un angle mort dans la politique. Et donc, ça se paye aujourd'hui. Avec les comptes publics aussi. Avec les comptes publics. Voilà. Merci pour cet entretien donc, avec Patrick Martin, le président du MEDEF, dans le cadre de la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp, 6e édition. Merci à vous. Merci.